Bonsoir, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau voyage avec la littérature, aujourd'hui française puisque nous poursuivons la lecture du roman Le parfum de la Dame en Noir de Gaston Leroux. Donc, le héros de ce roman se surnomme Rouletabille, il est de petite taille, toujours de bonne humeur et s'attire facilement la sympathie de tous. Ses aventures ont d'ailleurs même été adaptées en bande dessinée, donc si vous la connaissez, dites-moi à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. Reprenons tout de suite notre roman. Je vous souhaite un très bon moment. Il n'y avait donc point de raison pour que la Dame en Noir n'eût cru point, elle aussi, qu'il avait volé. Passer pour un voleur auprès de la Dame en Noir, plutôt la mort. Et il s'était sauvé en sautant la nuit par-dessus le mur du jardin. Il avait couru tout de suite au canal dans lequel, en sanglotant après une pensée suprême donnée à la Dame en Noir, il s'était jeté. Heureusement, dans son désespoir, le pauvre enfant avait oublié qu'il savait nager. Si j'ai rapporté assez longuement de cet incident de l'enfance de Rouletabille, c'est que je suis sûre que dans la situation actuelle, on comprendra toute l'importance. Alors qu'il ignorait qu'il était le fils de Larzan, Rouletabille ne pouvait déjà songer à ce triste épisode sans être déchiré par l'idée que la Dame en Noir avait pu croire, en effet, qu'il était un voleur, mais depuis qu'il s'imaginait avoir la certitude, imagination trop fondée hélas, du lien naturel et égal qui l'unissait à Larzan. Quelle douleur, quelle peine infinie devait être la sienne. Sa mère, en apprenant l'événement, avait dû penser que les criminels instincts du père revivraient que le fils et peut-être, idée plus cruelle que la mort elle-même, s'était réjoui de sa mort. Car il passa pour mort, on retrouva toutes les traces de sa fuite jusqu'au canal, et on repêcha son béret. En réalité, comment vécut-il ? De la façon la plus singulière. Au sortir de son bain, et bien décidé à fuir le pays, ce gamin, que l'on recherchait partout dans le canal et hors du canal, imagina une façon bien originale de traverser toute la contrée sans être inquiété. Cependant, il n'avait pas la lettre volée. Son génie le servit, il raisonna comme toujours. Il connaissait, pour les avoir entendues, souvent racontées, ces histoires de gamins, petits diables et mauvaises têtes, qui se sauvaient de chez leurs parents pour courir les aventures, se cachant le jour dans les champs et dans les bois, marchant la nuit, et vite retrouvés d'ailleurs par les gendarmes ou forcés de revenir au logis, parce qu'ils manquaient bientôt de tout, et qu'ils n'osaient demander à manger, le long de la route qu'ils suivaient et qui était trop surveillée. Notre petit Rouletabille, lui, dormit comme tout le monde, la nuit et marcha au grand jour, sans se cacher de personne. Seulement, après avoir fait sécher ses vêtements, on commençait à entrer heureusement dans la bonne saison, et il n'eut point à souffrir du froid. Il les mit en pièces, il en fit des loques dont il se couvrit et ostensiblement il mendia, sale et déguenillé. Il tendait la main affirmant aux passants que s'il ne rapportait point de sous, ses parents le battraient. Et on le prenait pour quelque enfant de bohémien, dont il se trouvait toujours quelques voitures dans les environs. Bientôt, ce fut l'époque des fraises des bois. Il en cueillit et en vendit dans les petits paniers de feuillage. Et il m'avoua que s'il n'avait pas été travaillé par l'affreuse pensée de la Dame en Noir, pouvait croire qu'il était un voleur, il aurait conservé de cette période de sa vie le plus heureux souvenir. Son astuce et son naturel courage le servirent pendant toute cette expédition qui dura des mois. Où allait-il ? À Marseille. C'était son idée. Mais il avait vu dans un livre de géographie des vues du Midi. Et jamais il n'avait regardé ces gravures sans pousser un soupir en songeant qu'il ne connaîtrait point, peut-être jamais, ce pays enchanté. À force de vivre comme un bohémien, il fit la connaissance d'une petite caravane de Romanichels qui suivait la même route que lui et qui se rendait au Sainte-Marie-de-la-Mer, dans la Crau, pour élire leur roi. Il rendit à ces gens quelques services sur leur plaire, et ceux-ci n'ont point de coutume de demander aux passants leurs papiers
ne voulurent point en savoir davantage. Ils pensèrent que la victime de mauvais traitements, l'enfant s'était enfui de quelques baraques de saltimbanque et ils le gardèrent avec eux. Ainsi, parvint-il dans le Midi, aux environs d'Arles, il les quitta et arriva enfin à Marseille. Là, ce fut le paradis. Un éternel été et le port. Le port était une ressource inépuisable pour les petits vauriens de la ville. Ce fut un trésor pour Rouletabille. Il puisa, comme il plaisait, au fur et à mesure de ses besoins, qui n'étaient point grands. Par exemple, il se fit pêcheur d'oranges. C'était dans le moment qu'il exerçait cette lucrative profession qu'il fit connaissance un beau matin sur les quais d'un journaliste de Paris, M. Gaston Leroux, et que cette rencontre devait avoir par la suite une telle influence sur la destinée de Rouletabille que je ne crois point superflu de donner ici l'article où le rédacteur du Matin a rapporté cette mémorable entrevue. Le petit pêcheur d'oranges. Comme le soleil, perçant enfin un ciel de nuée, frappé de ses rayons obliques, la robe d'or de Notre-Dame de la Garde, je descendis vers les quais. Les grandes dalles en étaient humides, encore, et sous nos pas, nous renvoyait notre image. Le peuple des matelots, des débarqueurs et des portefaix s'agitait autour des poutres venues des forêts du Nord, actionnait les poulies et tirait sur les câbles. Le vent âpre du large, se glissant sournoisement entre la tour Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas, étalait sa rude caresse sur les eaux frissonnantes du vieux port. Flanc à flanc, hanche à hanche, les petites barques se tendaient les bras, où s'enroulait la voix latine et dansait en cadence. À côté d'elles, fatigués, des roulis, lointains, lasses d'avoir tangué pendant des jours et des nuits sur des mers inconnues, des lourdes carènes reposaient pesamment, étirant vers les cieux en loques leurs grands mâts immobiles. Mon regard à travers la forêt aérienne des vergues et des hunes, alla jusqu'à la tour qui atteste qu'il y a 25 siècles des enfants de l'antique fossé jetèrent l'ancre sur cette heureuse et qu'ils venaient des routes liquides d'Ionie. Puis mon attention retourna à la dalle des quais et j'aperçus le petit pêcheur d'oranges. Il était debout, cambré dans les lambeaux d'une jaquette qui lui battait des talons, nu-tête et nu-pied, la chevelure blonde et les yeux noirs, et je crois bien qu'il avait 9 ans. Une corde passée en bretelles sur l'épaule soutenait à son côté un sac de toile. Son poing gauche était campé à la taille et à la main droite. Il s'appuyait à un bâton long 3 fois comme lui, qui se terminait tout là-haut par une petite rondelle de liège. L'enfant était immobile et contemplatif. Alors je lui demandai ce qu'il faisait là. Il me répondit qu'il était pêcheur d'oranges. Il paraissait très fier d'être pêcheur d'oranges. Et il négligea de demander des sous comme font les petits vauriens sur les ports. Je lui parlais encore, mais cette fois il garda le silence, car il considérait attentivement l'eau. Nous étions entre la fine taille du Fide, venu de Castelmar, et de la Beaupré, et le Beaupré d'un des 3 mâts, goélette, venu de Gênes. Plus loin, 2 tartanes arrivés le matin des Baléares arrondissaient leur ventre, et je vis que ces ventres étaient pleins d'oranges, car il en perdait de toutes parts. Les oranges nageaient sur les eaux. La houle légère les portait vers nous à petites vagues. Mon pêcheur sauta dans un canot, courut à la proue et, armé de son bâton couronné de liège, attendit. Puis il pêcha. Le liège de son bâton amena une orange, 2 ou 3 ou 4. Elles disparurent dans le sac, il en pêcha une 5e, sauta sur le quai et ouvrit la pomme d'or. Il plongea son petit museau dans la pelure, entr'ouverte, et dévora. « Bon appétit, lui fis-je. »« Monsieur, me répondit-il, tout barbouillé, du jus de vermeil, moi je n'aime pas les fruits. »« Ça tombe bien, répliquai-je, mais quand il n'y a pas d'orange, je travaille au charbon. » Et sa menotte s'étant engouffrée dans le sac, en sortit avec un énorme morceau de charbon. Le jus d'orange avait coulé sur la guenille de sa jaquette. Cette guenille avait une poche. Il sortit de la poche un mouchoir inénarrable et, soigneusement, essuya sa guenille. Puis il remit avec orgueil son mouchoir dans sa poche. «
Qu'est-ce que fait ton père ? Demandai-je. Il est pauvre. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait ? Le pêcheur d'oranges eut un mouvement d'épaule. Il ne fait rien puisqu'il est pauvre. Mon questionnaire sur sa généalogie n'avait pas l'air de lui plaire. Il fila le long du quai, je le suivis, nous arrivâmes ainsi au gardiennage. Petit carré de mer où l'on tient en garde les petits yachts de plaisance, les petits bateaux bien propres d'acajou ciré, les petits navires d'une toilette irréprochable. Mon gamin les considérait d'un œil connaisseur et prenait à cette inspection un vif plaisir. Une embarcation jolie, toute sa voile dehors, elle n'en avait qu'une, accosta. Cette voile était immaculée, gonflée son galbe triangle éclatant dans les radieux soleils. « Voilà du beau linge, fit mon bonhomme. Là-dessus, il marcha dans une flaque. Et sa jaquette, qui décidément le préoccupait au-dessus de toute chose, en fut éclaboussée. Quel désastre! Il en aurait pleuré. Vite, il sortit de son mouchoir et essuya, puis il me regarda d'un œil suppliant et me dit « Monsieur, je ne suis pas sale par derrière ?» Je lui en donnai ma parole d'honneur. Alors, confiant, il remit encore une fois son mouchoir dans sa poche. À quelques pas de là, sur le trottoir qui longe les vieilles maisons jaunes ou rouges ou bleues, les maisons dont les fenêtres étalent la lessive des chiffons multicolores, il y avait derrière les tables des marchandes de moules. Les petites tables étalées, les moules, un couteau rouillé, un flacon de vinaigre. Comme nous arrivions devant les marchandes et que les moules étaient fraîches et tentantes, je dis au pêcheur d'oranges « Si tu n'aimes pas les fruits, je pourrais t'offrir une douzaine de moules. » Ses yeux noirs brillaient de désir et nous nous mîmes tous deux à manger les moules. La marchande nous les ouvrait et nous dégustions. Elle voulut nous servir du vinaigre, mais mon compagnon l'arrêta d'un geste impérieux. Il ouvrit son sac, tâtonna et sortit triomphalement un citron. Le citron, ayant voisiné avec un morceau de charbon, était passé au noir. Mais son propriétaire reprit son mouchoir et essuya. Puis il coupa le fruit et m'en offrit la moitié. Mais j'aime les moules pour elles-mêmes, et je le remerciai. Après le déjeuner, nous revîmes sur le quai le pêcheur d'oranges, me demandant une cigarette qu'il alluma avec une allumette qu'il avait dans une autre poche de sa jaquette. Alors, la cigarette aux lèvres, lançant vers le ciel des bouffées comme un homme, le bambin se campa sur une dalle au-dessus de l'eau, et le regard fixe tout là-haut sur Notre-Dame de la Garde. Il se mit dans la position du gamin célèbre qui fait le plus bel ornement de Bruxelles. Il ne perdait pas un pouce de sa taille, était fier et semblait vouloir emplir le port. Le surlendemain, Josephin retrouvait sur le port M. Gaston Leroux qui venait à lui le journal à la main. Le gamin lut l'article et le journaliste lui donna une belle pièce de 100 sous. Rouletabille ne fit aucune difficulté pour l'accepter et il trouva même ce don fort naturel. « Je prends votre pièce, dit-il à Gaston Leroux. » Avec ses 100 sous, il s'acheta une magnifique boîte à cirer avec tous les accessoires et il alla s'installer en face de Brégaillon. Pendant 2 ans, il s'empara des pieds de tout ce qui venait manger en cet endroit la traditionnelle bouillabaisse. Entre 2 cirages, il s'asseyait sur sa boîte et lisait. Avec le sentiment de la propriété qu'il avait trouvé au fond de sa boîte, l'ambition lui était venue. Il avait reçu une trop bonne éducation et une trop bonne instruction primaire pour ne point comprendre que s'il n'achevait pas lui-même ce que d'autres avaient si bien commencé, il se privait de la meilleure chance pour lui rester de se faire une situation dans ce monde. Les clients finirent par s'intéresser à ce petit décoteur qui avait toujours dans sa boîte quelques bouquins d'histoire ou de mathématiques, et un amateur prit si bien en amitié qu'il lui donna une place de groom dans les bureaux. Bientôt, Rouletabille fut promu à la dignité des ronds de cuir et put faire quelques économies. À 16 ans, ayant un peu d'argent en poche, il prenait le train pour Paris. Qu'allait-il y faire? Il cherchait la dame en noir? Pas un jour, il n'avait cessé de penser à la mystérieuse visiteuse du parloir, et bien qu'elle ne lui eût jamais dit qu'elle habitait la capitale, il était persuadé qu'aucune autre ville au monde n'était digne de posséder une dame qui avait un aussi joli parfum. Et puis,
Les petits collégiens eux-mêmes, qui avaient pu apercevoir sa silhouette élégante quand elle se glissait dans le parloir, ne disaient-ils point « Tiens, la Parisienne est venue aujourd'hui ». Il y eut des difficiles de préciser l'idée de derrière la tête de Rouletabille et peut-être bien l'ignorait-il lui-même. Son désir était-il si simplement de voir la dame en noir, de la regarder passer au loin comme un dévot, regarde passer une sainte image? Oserait-il l'aborder? L'affreuse histoire de vol dont l'importance n'avait fait que grandir dans l'imagination de Rouletabille n'avait-elle point toujours entre eux comme une barrière qu'il n'avait pas le droit de franchir? Peut-être bien. Peut-être bien, mais enfin il voulait la voir, de cela seulement. Il était tout à fait sûr. Sitôt débarqué dans la capitale, il alla trouver Gaston Leroux et s'en fit connaître. Puis il lui déclara que, se sentant aucun goût bien précis pour un métier quelconque, ce qui lui était tout à fait fâcheux pour une créature ardente au travail comme la sienne, il avait résolu de se faire journaliste et lui demanda tout de go une place de reporter. Gaston Leroux tenta de le détourner d'un aussi funeste projet, mais en vain. C'est alors que, de guerre lasse, il lui dit « Mon petit ami, puisque vous n'avez rien à faire, tâchez donc de trouver le pied gauche de la rue Oberkampf. » Et il le quitta, sur ces mots bizarres qui donnèrent à réfléchir au pauvre Rouletabille que ce galapia de journaliste se moquait de lui. Cependant, ayant acheté les feuilles, il lut le journal L'Époque, offrait une honnête récompense à celui qui rapporterait des débris humains qui manquaient à la femme coupée en morceaux de la rue Oberkampf. Le reste, nous le connaissons. Dans le mystère de la chambre jaune, j'ai raconté comment Rouletabille se manifesta à cette occasion et de quelle façon aussi lui fut élevé du même coup à lui-même sa singulière profession qui devait être dans toute sa vie de commencer à raisonner quand les autres avaient fini. J'ai dit par quel hasard il fut conduit un soir à l'Élysée où il sentit passer le parfum de la dame en noir. Il s'aperçut alors qu'il suivait madame Stangerson. Qu'ajouterai-je de plus? Des considérations sur les émotions qui ont assailli Rouletabille à propos de ce parfum lors des événements du Glandier, et surtout depuis son voyage en Amérique, on les devine. Toutes ces hésitations, toutes ces sautes d'humeur, qui donc maintenant les comprendraient pas. Les renseignements rapportés par lui du Cincinnati sur l'enfant de celle qui avait été la femme de Jean Roussel avaient dû être suffisamment explicites pour lui donner à penser qu'il pouvait bien être cet enfant-là, pas assez cependant pour qu'il puisse en être sûr. Cependant, son instinct de porter si victorieusement vers la fille du professeur qu'il avait toutes les peines du monde parfois ne point à se jeter à son cou, à se retenir de la presser dans ses bras et de lui crier « Tu es ma mère, tu es ma mère !» Mais il se sauvait, comme il s'était sauvé de la sacristie pour ne point laisser échapper une seconde d'attristement ce secret qui le brûlait depuis des années. Et, puis en vérité, il avait peur. Si elle le rejetait, le repoussait, l'éloignait avec horreur, lui, le petit voleur du collège, fils de Roussel-Ballmeyer, lui, l'héritier des crimes de Larsan, s'il allait ne plus la revoir, ne plus vivre à ses côtés, ne plus la respirer. Elle et son cher parfum, le parfum de la dame en noir. Ah, comme il lui avait fallu combattre à cause de cette vision effroyable, le premier mouvement qui le poussait à lui demander chaque fois qu'il la voyait. « Est-ce toi? Est-ce toi? Est-ce toi, la dame en noir ?» Quant à elle, elle l'avait aimé tout de suite, mais à cause de sa conduite au Glandier sans doute. Si c'était vraiment elle, elle devait le croire mort lui. Et si ce n'était pas elle, si par une fatalité qui menait en déroute, et son pur instinct et son raisonnement, si ce n'était pas elle, est-ce qu'il pourrait risquer par son imprudence de lui apprendre qu'il s'était enfui du collège d'eux pour vol? Non, pas ça. Elle lui avait demandé souvent. « Où avez-vous été élevé, mon jeune ami? Où avez-vous fait vos premières études? » « À Bordeaux. » Il aurait voulu pouvoir répondre à Pékin.
Voilà, c'est ainsi que s'achève notre lecture, en tout cas pour cette émission. Retrouvez-nous très vite dans la prochaine émission pour poursuivre les aventures de Rouletabille. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne nuit à ceux qui se couchent. À très vite.